Tout le monde, c'est Mariux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir à ce trésor de Squeezie. Bon bah ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo réaction. Bon bah j'espère que celle-là va vous plaire. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à liker ces vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre 5 likes parce qu'à 5 likes je referai une vidéo réaction ou d'autres vidéos, ça peut être n'importe quoi. Bon bah c'est parti pour réagir. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai attrapé froid. Vous serez un peu moins dans les histoires à cause d'une voix un peu de canard. Ça arrive. Je crève tout de suite l'abcès. Mais normalement, vous allez faire abstraction. Nouveau thread horreur. Aujourd'hui, 3 histoires, dont 2 histoires paranormales. Et oui, vous avez vu que dans les derniers threads horreur, j'ai rajouté une histoire paranormale, ce qu'on n'a jamais fait pendant les 25 premiers épisodes de ce format. Vous allez très vite comprendre pourquoi il y en a une particulièrement des deux qui m'affecte beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, c'est pile ce que je déteste. Donc voilà, j'essaie de mélanger un peu pour qu'on découvre d'autres types d'horreur. Avant qu'on commence, j'en profite aussi pour vous remercier. Pour Blick, il y a eu un accueil incroyable. On a eu plein d'opportunités. Peut-être que ça parte en série, en film, en truc. Donc voilà, Blick, vous allez en entendre parler pendant des années et des années parce que je pense qu'on va créer plein de trucs dans cet univers-là. Mais voilà, je voulais vous remercier pour cet accueil monumental. Merci pour ça. Maintenant, je vais arrêter de vous faire chier avec Blick. On commence avec la première histoire, celle de Clotilde. Histoire paranormale. Spoiler. Clotilde vient de se marier avec un bel homme. J'en sais rien, y a pas de photo, il est peut-être moche. Et évidemment, qui dit mariage dit lune de miel et nos deux amis décident de la passer dans des montagnes dans le Tennessee. Pour l'occasion, ils louent donc une petite cabane en plein milieu des bois. Mauvaise idée. Clotilde amène avec elle des fleurs, des gardénias. Pourquoi? Parce que c'est typique des offrandes qu'on peut faire à la montagne. Elle croit un peu à ce délire là de bonne chance. En revanche, en arrivant, elle se lance pas dans un rituel ou un truc de sorcier, pas du tout, juste elle les met dans une boîte en bois qu'elle pose sur le toit de la cabane. Alors ils s'installent, ils posent leurs affaires, ensuite ils décident d'aller manger, de faire quelques courses et une fois de retour à la cabane, ils constatent que la boîte en bois n'est plus sur le toit de la cabane mais qu'elle est explosée sur le sol. C'est-à-dire que le choc a été si violent qu'il y a des bouts de la boîte à plusieurs mètres du point d'impact. Alors la raison n'est probablement pas surnaturel, je vous rappelle qu'ils sont dans une cabane au milieu des bois, donc il y a beaucoup plus de chances que ce soit un raton laveur ou un ours ou un écureuil qui soit passé par là et qui fait tomber la boîte. Mais il y a un détail quand même vachement chelou, c'est que dans la boîte il y avait des fleurs et que là par terre la boîte est explosée mais il n'y a aucune fleur. Donc Clotilde elle se dit bon, il y a peut-être du vent et ça les a emmenés à droite à gauche, mais en regardant autour d'elle, elle constate qu'il y a plein de feuilles d'arbres qui sont là posées par terre et qui ne bougent pas, il n'y a pas un pet de vent. Elle est un peu effrayée, elle s'éloigne, elle retourne à la cabane rejoindre son mari et sur le ton de la rigolade elle se dit la montagne a apparemment pas du tout accepté mon offrande. La montagne ou l'esprit qui est entre la cabane. C'est donc le début de leur première nuit dans cette cabane, leur première nuit de lune de miel. Et malheureusement, ça va pas être une très bonne nuit pour Ellie, le mari de Clotilde. Lui, au milieu de la nuit, il se réveille à cause d'un bruit. Et c'est comme si quelqu'un frappait très fort sur les piliers qui soutiennent la cabane. Mais des coups tellement forts que le miroir accroché dans la chambre vibre. Malheureusement, les bruits s'intensifient encore et encore. Et là, Ellie commence vraiment à avoir trop peur. Et donc, il secoue Clotilde pour la réveiller. Sauf qu'elle se réveille pas. Elle se réveille pas, elle dort hyper profondément, elle est épuisée du voyage. Et au même moment, Ellie entend un nouveau bruit qui vient cette fois de la salle de bain, donc de l'intérieur de la cabane. Immédiatement, Ellie essaie une nouvelle fois de réveiller Clotilde, il la secoue, mais encore une fois, elle dort trop profondément, elle se réveille pas. Et là, il entend un nouveau bruit qui provient cette fois de la télé en face du lit. Et ce bruit-là, d'après lui, va durer très longtemps et va cette fois réveiller Clotilde. Comme le bruit l'empêche de se rendormir, elle décide de se lever, mais dès qu'elle se lève, le bruit immédiatement s'arrête. À ce moment-là, Ellie est toujours en PLS dans le lit, mais comme il voit que sa femme vient de se réveiller et de se lever, il lui raconte immédiatement tout ce qu'il vient de vivre. Sauf que Clotilde, elle est complètement KO, elle vient de se réveiller en pleine nuit, donc elle comprend rien ce qu'il dit. Donc elle le rassure même pas, elle est juste là, ah ok, et elle se rendort. Le jour se lève, nos deux amis se lèvent eux aussi. Clotilde va se maquiller devant le miroir, et pendant qu'elle se maquille, elle parle à Ellie du bruit de buzzer qui l'a réveillée en pleine nuit. Et devinez quoi, au même moment, cette fameuse sonnerie retentit. Ils vont donc voir ce qu'il y a derrière la télé, et en fait, ils avaient pas vu, mais il y a une vieille ligne téléphonique, et ce fameux bruit de buzzer, c'est le bruit que fait ce téléphone quand il sonne. Clotilde décroche et là elle entend un gros bruit statique, vous savez, comme s'il y avait plein d'interférences dans le téléphone qui camouflent ce qui ressemble à des phrases. Clotilde débranche le téléphone en se disant bah il sert à rien puisque de toute façon les propriétaires de la cabane ont nos numéros de portable, donc s'ils veulent nous joindre ils peuvent. Et d'après elle, c'est probablement les anciens locataires de la cabane qui font une prank aux nouveaux locataires en appelant le téléphone au milieu de la nuit. Bref. Purée. Encore une pub, purée, c'est quoi ce bordel? La nuit tombe, on est maintenant le... Je déteste les pubs, voilà. Bon bah n'hésitez pas à me dire la prochaine vidéo que vous voulez que je réagisse pour, bah c'est reparti pour réagir.
Soir, et Clotilde elle se met à avoir peur dès qu'elle passe devant la porte de la salle de bain qui est juste à côté du lit. Elle saurait pas expliquer pourquoi, mais quand elle passe devant la porte et qu'elle est ouverte et qu'elle voit donc à travers la fenêtre, elle a l'impression d'être observée, elle est mal. Elle se met donc à partir de là, dès qu'elle passe devant, à fermer cette porte. Deuxième nuit, Clotilde dort bien, elle se réveille pas de la nuit, mais au petit matin, Ellie lui explique que lui, il a une nouvelle fois très mal dormi et qu'il a une nouvelle fois entendu ces fameux bruits, ces fameux coups contre les piliers qui soutiennent la cabane. Et comme la nuit précédente, c'est à chaque fois qu'il essaie de s'endormir que les coups reprennent et sont encore plus forts que la fois d'avant. Ce jour-là, il s'est rien passé de bizarre, nos deux amis ont pu profiter de leur voyage. Arrive le soir, on est donc au début de la troisième nuit. Cette troisième nuit, Clotilde sait qu'elle a fait plusieurs rêves étranges, mais elle n'arrive pas à s'en rappeler. Ellie, quant à lui, explique qu'il s'est réveillé au milieu de la nuit à cause d'un rire. Et c'est là qu'il a vu une femme passer à travers... Wouah. C'est trop badant ça. Mon pire cauchemar, on dirait les femmes araignées là. Purée, c'est quoi ce délire? Bon bah c'est reparti pour réagir. Mais waouh. Bon bah c'est reparti pour réagir. La fenêtre de la chambre, une femme qui avait une robe blanche, une peau très pâle et des longs cheveux noirs qui obscurcissaient son visage. Ellie panique complètement, il hurle dessus, lui met des coups de pied, mais elle rigole. Elle rigole et après un petit moment, elle s'allonge par terre et donc elle est hors du champ de vision d'Ellie. Peu à peu, il réussit à se rendormir, mais à chaque fois qu'il se rendort, il se fait réveiller car la femme à la robe blanche lui attrape les chevilles et rigole en même temps. Il prétend que tout ce qu'il a vécu est bien réel. Clotilde, elle, lui dit qu'il a sûrement fait une paralysie du sommeil. Bref, la journée passe, rien d'étrange et vient la quatrième nuit. Ellie explique à Clotilde que c'était de très loin la pire nuit du voyage pour lui. Il a revu cette femme en blanc, mais c'était encore plus intense que la nuit d'avant, c'était encore plus terrifiant. Clotilde essaie de le rassurer, essaie de lui dire de se détendre, de se calmer, que tout va bien. Mais d'un autre côté, elle a aussi ce sentiment de mal-être vis-à-vis de la fenêtre de la salle de bain. Et en plus de ça, ce matin-là, elle constate que le pendentif porte-bonheur qu'elle a ramené et qu'elle a mis sur sa table de nuit a disparu. Clotilde précise que c'est pas un truc qui a de la valeur, c'est pas un objet qui vaut cher du tout, c'est de la camelote, mais en revanche, ça avait de la valeur affective pour elle. Et c'est un truc qui lui a souvent porté chance dans sa vie. Et donc évidemment, elle est triste de l'avoir perdu. Petite ellipse, on est au début de la sixième nuit, c'est leur dernière soirée en amoureux dans cet endroit magnifique et donc ils décident d'aller faire un petit bain de minuit dans le jacuzzi. Une fois dans le jacuzzi, Clotilde ressent ce qu'elle a déjà ressenti plus tôt, elle se sent observée. Mais cette fois, elle a aussi le feeling qu'elle est pas en sécurité, que la personne qui les observe a pas de bonnes intentions. Ils veulent en avoir le cœur net et donc ils sortent de la cabane, ils font plusieurs dizaines de mètres vers les bois et à peine ils s'approchent de la forêt, ils entendent immédiatement un énorme bruit venant d'un buisson. Le bruit que ferait quelqu'un ou quelque chose qui prend la fuite. Et ça les fait tellement flipper qu'au lieu de poursuivre cette chose, ils se disent bon, c'est notre dernière nuit ici, viens on retourne à la cabane et juste on dort. Clotilde s'endort rapidement et passe une plutôt bonne nuit. En revanche, le matin, elle se fait réveiller non pas par son réveil, mais par des bruits étranges qui proviennent du toit. Et premier truc qu'elle se dit, pourquoi les propriétaires nous ont pas prévenus qu'il y avait des travaux dès 8h du mat ce jour-là. Comme son mari arrive enfin à se reposer, Clotilde décide de se lever pour aller demander aux ouvriers d'arrêter de réparer le toit pendant juste 2 heures, histoire que son mari puisse dormir. Et dès qu'elle se lève, le bruit s'arrête. Et la poignée de la porte d'entrée se met à trembler. Cette porte d'entrée, vous savez, c'est les fameuses portes où il y a une vitre et où donc tu vois à travers. Et devinez quoi, à travers cette vitre, il y a personne. En voyant ça, Clotilde évidemment est terrorisée et immédiatement elle retourne sous la couette et elle se met en boule et les bruits en provenance du toit reprennent. Et Clotilde voit que cette fois ça réveille Ellie. C'en est trop pour Ellie qui a mal dormi les 6 dernières nuits, qui jusqu'à la fin se sera fait emmerder par différents trucs et qui décide de saisir l'arme qui se trouve dans le tiroir de sa table de nuit, ouais on est aux États-Unis, et de se lever pour sortir de la cabane et voir ce qu'il y a sur ce putain de toit. Et il tombe sur rien. Il n'y a plus un bruit et il n'y a rien sur le toit. Comment le truc qui était à l'origine de ce bruit très fort et très vénère a pu disparaître en 1 seconde sans qu'Ellie ne le voie? Eh ben écoutez, ni Ellie ni Clotilde n'ont la réponse à cette question. Alors ils décident tout simplement de plier bagages en 5 minutes avant de reprendre la route et de rentrer chez eux. Sachez qu'en rentrant chez eux après leur lune de miel, ils ont plus jamais rien vécu de bizarre comme ça, il n'y a pas eu de femme à la robe blanche qui s'est infiltrée dans leur chambre. Alors ils ont tous les deux une explication, qui est évidemment de la pure spéculation étant donné qu'ils n'ont pas eu de preuves, qu'ils n'ont rien retrouvé, que ce soit pour les fleurs écrasées, pour le bruit du toit. Selon Ellie, il s'agirait d'un animal un peu comme le Bigfoot, un espèce de gros animal un peu mythique qui serait venu un peu autour de la cabane rôder et essayer de s'infiltrer à la recherche de nourriture en fait, comme c'est le cas dans des zones très rurales où il y a des gens, où il y a des ours qui tournent autour de chez eux, etc. Ellie, il est persuadé que c'est ça. Clotilde, en revanche, pour elle, c'est clairement un esprit, il y a clairement un truc paranormal et pour elle, il y a des signes qui trompent pas. Déjà, le téléphone, où quand elle décroche, il y a des espèces de bruits d'ondes qui cachent des bruits de voix. Bref, c'est un truc qui fait penser un peu à un poltergeist. Aussi, son pendentif porte-bonheur qui disparaît alors qu'elle sait qu'elle a mis sur sa table de nuit et que la cabane est toute petite et qu'il le retrouve pas. Pour elle, il est évident qu'il y a quelque chose, une présence, un truc dans cette cabane qui ne voulait pas d'eux et qui leur a fait comprendre comme il se doit. Bref, ne louez pas cette cabane pour vos vacances. J'aurais bien aimé qu'ils nous donnent l'adresse, comme ça on est sûr de pas y aller. Ouais, surtout, on aurait pu envoyer l'adresse au grand JD. Putain, imaginez une nuit de JD dans cette cabane, mon rêve. Bref, il est temps pour moi de vous raconter la deuxième histoire beaucoup plus pragmatique, celle de... Cette première histoire, c'est horrible cette première histoire. J'ai flippé de ouf.
Waouh. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez flippé pour cette première histoire. Oh, je te jure, j'ai flippé de malade. En purée. Bon, bah, c'est le moment de réagir à la deuxième histoire. Mélanie. En gros, à l'époque, dès qu'elle avait du temps, elle prenait des potes à elle, elle prenait une glacière avec plein de bière et elle partait camper à l'aventure. C'est un truc qu'elle faisait très régulièrement. Malheureusement, un jour, elle a dû changer d'école, elle s'est fait des nouveaux potes, pas de souci de ce côté-là. Mais ces nouveaux potes, camper, bah c'était pas du tout leur truc. Le temps passe, Mélanie, ça lui manque, c'est vraiment une aventurière. Et un jour, il fait tellement beau qu'elle se dit, bon, là, ce serait du gâchis de pas aller camper. Je sais que mes potes aiment pas ça, bah tu sais quoi, je vais y aller seule. Elle prend son matos, elle saute dans sa voiture et elle rejoint un spot isolé, mais quand même assez proche de la civilisation pour pouvoir avoir de l'aide facilement si jamais elle a un souci. Elle arrive sur place, elle monte un petit camp et puis elle se pose au bord du feu avec un bouquin. Et rapidement, lui vient ce feeling désagréable qu'on connaît dans ces threads d'horreur. Elle se sent observée. Elle se sent observée, elle entend des brindilles craquer, c'est normal, on est en forêt, il y a plein d'animaux. Mais quand même, elle entend des branches vraiment craquer, alors elle regarde en direction de ces branches et elle voit une biche qui la regarde et qui se barre en courant. Elle continue de lire son livre, elle continue aussi d'entendre toutes sortes de bruits de forêt autour d'elle, ce qui lui fait évidemment très peur. Et puis peu après minuit, elle rejoint sa tente et elle éteint les lumières. Elle s'endort paisiblement et vers 2 h du mat, elle se réveille parce qu'elle entend des bruits très légers de pas. Immédiatement, elle se dit, bon bah c'est probablement la biche que j'ai vue tout à l'heure ou un autre animal. C'est le classico camping, c'est ce qui arrive très souvent quand t'es posé au milieu de la forêt. Et après 30 minutes à dormir d'un seul œil, elle entend quelque chose qui frotte la tente et elle voit du mouvement à travers le tissu de la tente. Très discrètement, elle saisit le couteau de chasse qu'elle laisse toujours à proximité de son duvet quand elle fait du camping, et elle reste parfaitement immobile, elle fait genre qu'elle dort. À 4 h du matin, elle est toujours allongée dans sa tente et elle a pas réussi à se rendormir depuis cet événement. Et carrément, plus le temps passe et plus elle se dit, mais attends, c'était quand même bizarre, je vais peut-être même garder mes bottes à mes pieds au cas où, si jamais il faut que je m'enfuis rapidement. Et au moment où elle se dit ça, elle entend au loin l'alarme de sa voiture qui se déclenche. Là évidemment, elle va pas rester passive et ignorer ce qui se passe, elle sort de la tente, elle fait 2 pas en direction de la voiture et elle est immédiatement stoppée par une main qui se glisse sur sa bouche et qu'il la bloque. Quelques heures plus tôt. Oh purée, si quelqu'un me fait ça, je te jure, je panique de ouf si ça m'arrive. Je panique énormément. Je m'évanouirai, ça se trouve. C'est le truc que ce sera un de mes pires cauchemars, ça. Purée, ça ce sera un de mes pires cauchemars si ça m'arrive en vrai. Mais bien sûr, j'essaierai de me défendre à moitié, au moins. Mais en tout cas, j'aurais flippé de malade. Bon bah c'est parti pour réagir. Il y avait bel et bien quelqu'un qui était autour de la tente, qui était en train de prévoir comment il allait s'attaquer à elle. Réflexe immédiat, Mélanie essaie d'hurler toutes ses forces, elle ouvre grand la bouche, et un doigt de la main qui est sur sa bouche se glisse entre ses dents. En sentant ça, Mélanie serre de toutes ses forces sa mâchoire, à tel point qu'elle arrache le doigt de la personne qui a la main sur sa bouche. Et il part en courant vers le bas de la... Wow, elle a réagi en héroïne, en héroïne. Mais comment elle a arraché carrément arraché son pouce. Wow. Bon bah c'est reparti pour réagir. Colline sur laquelle Mélanie a dressé son camp. Mélanie, elle a couru tout droit vers là où elle pouvait, mais pas vers sa voiture, puisque l'alarme venait de sonner, donc il y avait peut-être une autre personne qui était autour de sa voiture. Elle a couru jusqu'à la première maison qui était à proximité, et elle a bourriné à la porte, jusqu'à ce qu'enfin quelqu'un vienne lui ouvrir. Bref, Mélanie est sous le choc, elle explique ce qui vient de se passer à la personne qui lui ouvre, et immédiatement la personne lui met une couverture sur le dos, appelle la police et s'occupe d'elle. Bref, meilleure personne à croiser dans ce genre de situation. Quelques dizaines de minutes plus tard, bah oui, parce qu'on est en pleine forêt, donc c'est long, les policiers arrivent sur les lieux, ils se mettent à faire des relevés tout autour du camp et surtout ils constatent qu'il y a un bidon rouge d'essence juste à côté de la tente de Mélanie. En gros, le mec aurait pu, s'il le voulait, foutre littéralement le feu à la tente, avec Mélanie à l'intérieur. Et surtout, plus étrange encore, le doigt a disparu. Ça veut dire que le mec est revenu chercher son doigt quand Mélanie, elle, venait de se réfugier dans une maison non loin de là. L'enquête policière n'a rien donné, mais Mélanie peut pas s'empêcher de penser que quelque part dans la nature, il y a un mec, peut-être même un père de famille, qui n'a plus de petits doigts. En tout cas, cette histoire me rassure. Pourquoi? Parce que Mélanie, elle s'est pas fiée à son instinct de y a un truc bizarre là. Et quand même, tout finit bien. Bon, bien, c'est relou, elle a vécu un truc pas drôle, mais tout finit bien. En fait, cette histoire, elle me fait penser à une histoire qu'a vécu une proche à moi, qui est rentrée chez elle un soir, il faisait nuit. Et pareil, il y a un mec qui l'a chopé par derrière et qui a mis sa main sur sa bouche, exactement comme à Mélanie. Sauf qu'elle, elle était en train de fumer une clope. Dès que la main s'est mise sur sa bouche, elle a retourné sa clope et elle l'a mis dans l'œil du mec. Imaginez la douleur, je pense que c'est pire que de se faire arracher un doigt. Le mec, du coup, il a aimé. Waouh, la douleur si tu te le crèves dans l'œil. Ah ouais. Si tu te le crèves dans l'œil, ah ça doit faire... Oh, j'imagine même pas, ça doit faire méga mal. Recevoir une clope allumée dans l'œil. Franchement, imaginez ça. N'imaginez pas ça parce que ça fait...
Ça doit faire méga mal. Oh là 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 là. Bon bah c'est reparti pour réagir. Immédiatement lâchée en hurlant, donc elle a pu s'enfuir. Elle vit dans un village, elle vit pas dans une ville, et elle se dit putain, ça se trouve un jour je vais croiser un gars qui a une brûlure à l'œil et je saurai que c'est le gars qui m'a agressé ce jour-là. Bref, une fois de plus, voilà, camper dans des bois, dans des tentes. Non merci, je l'ai fait cet été, je me suis chié dessus, je le fais plus. Bon, il est temps de passer à la troisième et dernière histoire, c'est celle d'Isaac. Elle est trop bizarre. Il a vécu un truc méga chelou, j'ai pas d'explication. Peut-être que vous en aurez une, peut-être c'est déjà arrivé à 3 gars parmi vous, et je compte sur vous pour nous le dire. Isaac, il a vécu plus de 15 ans dans une zone rurale du Michigan. Il se faisait un peu chier et il passait son temps à explorer les bois autour de chez lui. Quand il était petit, il allait y faire du vélo. Quand il était ado, il y emmenait ses crushs en date. Et une fois adulte, il est devenu propriétaire de la maison familiale. Bref, tout ça pour dire qu'il les connaît par cœur. À tel point qu'il s'est jamais perdu dans ces bois pendant plus de 10 ans. Ce 17 février, Isaac finit sa sieste en début d'après-midi. À son réveil, son chien est agité, il lui fait comprendre clairement qu'il veut sortir et Isaac comprend qu'il y échappera pas. Alors il s'y colle et il se met à marcher sur le chemin principal en direction des bois avec son chien. La balade se passe très bien, c'est reposant pour Isaac, c'est très cool pour son chien qui court partout. Et après 1 heure de balade sur ce chemin, découvrez Google Pixel 6, le premier Encore une smartphone pub, 100% encore une Google. Avec Et lui, là. partez serein pendant des heures grâce à ça sa tout. batterie qui s'adapte à votre rythme et à toutes les situations. Pourquoi ça m'arrive Google qu'à Pixel moi 6, il ne vous laissera pas tomber. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Attends, t'es en train de me dire que je peux apprendre la guitare moi-même avec cette Ouais, app? avec Simply Guitar. Est-ce qu'elle peut m'apprendre à jouer des accords? Oui. Est-ce qu'elle Allez, peut hop, m'apprendre... c'est ciao. il est temps de faire demi-tour. Isaac nous explique que son chien sur le retour, il l'attend pas. C'est-à-dire, il bombarde tout droit jusqu'à la maison. Et aussitôt, Isaac aperçoit un mouvement qui vient de sa gauche. Isaac nous dit que dans un premier temps, il s'attend à tomber sur une biche, un écureuil, un lapin, un renard, bref, un animal de la forêt. Sauf que c'est pas sur ça qu'il est tombé. Il tombe sur son voisin de 18 ans, planté là, en plein milieu de la forêt. Il est dos à lui et il bouge absolument pas. Au début, Isaac sait pas trop comment réagir, alors juste il le fixe en se disant bah il va se retourner, il m'a entendu, il a entendu mon chien, il va se retourner. Mais pas du tout, son voisin reste immobile, dos à lui. Isaac explique que ce jour-là, il a beau avoir 26 ans, il ressent des trucs trop bizarres à ce moment précis. Et à un moment, ce qu'il ressent, ça devient tellement intense qu'il ferme les yeux et il a l'impression de tomber dans le vide en continu, à l'infini. En rouvrant les yeux, il est par terre. C'est comme s'il venait de tomber dans le coma pendant quelques secondes. Mais à son réveil, il a l'impression que quelque chose a changé. Déjà, Waouh, t'as appris sur tomber comme ça. L'image qu'il a mis, c'est comme si que tu voyageais dans le multivers là. Comme dans Spider-Man New Generation. Le multivers, je pense qu'il était à peu près comme ça quand il tombait. Ouais, c'était à peu près comme ça quand il tombait. Mais comme tu t'entends, t'as l'impression d'avoir tombé au moins plusieurs temps. C'est comme si que tu tombais dans le coma là. Les histoires font grave flipper. Mais ça, je sais même pas ce qui c'est. Ça, en attendant, je comprends même pas si ça arrivait aux gens ça. Bon bah c'est parti pour réagir. son voisin n'est plus là. Ensuite, il fait beaucoup plus sombre. Pas comme si le temps s'était couvert et qu'il y avait des nuages, mais plus comme s'il y avait une espèce d'éclipse solaire. Et surtout, il se sent pas à sa place. C'est comme si la forêt ne voulait pas de lui. Il finit par se relever et quand il se retourne, il tombe sur son voisin. Il est face à lui, cette fois il le regarde et il lui parle, il lui demande s'il va bien. Et une nouvelle fois, il ressent un truc bizarre, il a l'impression qu'il est en danger. Et carrément, instinctivement, pour se défendre, il lève les bras au-dessus de lui. Et une nouvelle fois, blackout. Il se réveille à 4-5 mètres de l'endroit où il s'est évanoui. Son chien est à côté de lui, mais son voisin n'est plus là. Isaac comprend rien à ce qui vient de lui arriver. Alors il se lève et il tape son meilleur sprint jusqu'à chez lui. En arrivant chez lui, évidemment, il verrouille sa porte d'entrée à double tour et il va tout de suite prendre une douche, il se sent mal. 1 heure plus tard, son colocataire rentre et il tombe sur Isaac, assis dans le canapé au milieu du salon, en train de se taper un bon gros whisky et de fumer des clopes. Immédiatement, il comprend qu'il y a un truc qui va pas. Isaac lui explique ce qui s'est passé et son colocataire lui dit écoute, il y a probablement une explication très pragmatique, t'es pas fou, t'inquiète, je vais aller toquer chez ton voisin et je vais lui poser des questions. Comme ça, on va savoir si ce que t'avais... Pardon, j'ai reçu un truc de Marvel entraînement, hop là. Bon bah c'est reparti pour réagir. est réel, ou si juste tu t'es évanoui et t'as halluciné. 30 minutes plus tard, son colocataire est de retour et il est terrifié. Il s'assoit à côté d'Isaac et il lui raconte ce qui s'est passé. En arrivant chez le voisin, déjà il n'y avait aucune voiture devant la maison, donc son coloc a supposé qu'il n'y avait personne. Il a quand même sonné et après plusieurs secondes, la porte d'entrée s'est ouverte juste de quelques centimètres. Il a approché sa main de la porte pour la pousser, sauf qu'au moment où sa main a touché la porte d'entrée, elle s'est ouverte d'un coup sec. Et derrière elle se trouvait le fameux voisin qui fixait le sol.
Le coloc d'Isaac lui dit bonjour à plusieurs reprises et le gars ne réagit pas. Il tend donc le bras pour légèrement pousser le mec comme pour lui dire eh oh réveille-toi, fin de la blague. Et au moment où sa main le touche, le mec tombe par terre, comme s'il s'évanouissait devant lui. Et avant même qu'il puisse réagir, il y a un coup de vent qui claque la porte d'entrée devant lui. À ce moment-là, le coloc d'Isaac il a pas forcément peur, il est juste en bad pour le gamin qui vient de se rétamer la gueule devant lui et donc il toque, il sonne et il appelle à l'aide parce qu'il veut lui venir en aide. Au bout d'un petit moment, il y a quelqu'un qui enfin ouvre la porte d'entrée. Mais c'est pas le voisin. C'est une infirmière. Cette infirmière, elle est là pour la fille de son voisin parce qu'elle a une maladie grave et elle a toujours besoin d'une aide à domicile. Évidemment, en ouvrant la porte, elle regarde le coloc d'Isaac comme s'il était complètement taré. Et Isaac lui dit « Où est le gamin? Il s'est évanoui, il faut qu'on l'aide. » L'infirmière le regarde et lui dit « Quel gamin? Il y a que moi et la fille là. » Après ça, le coloc d'Isaac se sent très con et il a plus qu'une chose à faire, monter dans sa voiture, rejoindre Isaac et lui expliquer ce qui vient de se passer. Alors Isaac prend le soin de nous expliquer que c'est clairement pas une blague de son coloc, ils sont potes depuis 20 ans et clairement il aurait pas fait une blague après qu'Isaac lui ait raconté un traumatisme qu'il venait de vivre, ça a pas de sens. Quelques semaines plus tard, Isaac nous a update sur l'histoire et vous allez voir c'est très intéressant. En fait, quelques semaines plus tard, il y avait une fête... Une nouvelle Vitonic Jax. Bon, c'est reparti pour réagir, voilà. Organisé par son voisin et il y était convié. Pas par le fils du voisin, le fameux gars de 18 ans, mais par ses parents. Isaac et son ami décident d'y aller parce qu'ils y voient enfin l'occasion d'obtenir des réponses sur ce qui s'est passé ce jour-là. En arrivant sur place, ils vont immédiatement, vous en doutez, parler au fameux fils de 18 ans. Quelques minutes passent et ils lui posent la fameuse question. C'était quoi ce bordel dimanche il y a un mois? Le voisin leur répond « Les gars, de quoi vous parlez ?» Mais en même temps, il a le regard fuyant, comme s'il savait très bien de quoi il parle. Isaac, immédiatement, il est vénère. C'est-à-dire, il regarde le voisin et il lui dit « Écoute, maintenant, tu vas me dire ce qui s'est passé ou je vais t'éclater la gueule. » Isaac, il lui met un vrai coup de pression. Carrément, il y a son pote qui se met entre lui et le voisin pour éviter que ça dégénère. Et devinez quoi? Ça marche. Sous la pression, le voisin se met à lui raconter à demi-mot certains trucs. Il lui explique qu'en octobre dernier, il a changé de fréquentation. Son nouveau groupe de potes, eux, leur truc, c'est prendre de la drogue dure. Genre des trucs très énervés. Mais il y a un truc bizarre, c'est qu'ils sont persuadés d'être des sorciers. À tel point que régulièrement dans les bois, ils font des rituels. Genre ils essaient d'invoquer des esprits, des entités, bref, provoquer des trucs paranormaux. En revanche, il explique à... Wow. Ah ouais, ça rigole zéro. Dire que c'est arrivé à des vrais gens ça. Non mais franchement, c'est sans déconner, je flippe de ouf. Bon bah c'est reparti pour réagir. Et son pote que là ça fait vraiment plusieurs mois qu'il les a pas vus et qu'il a arrêté tout ça. Et la drogue et les rituels. Depuis ils y repensent souvent, ils sont stressés, ils sont dans le mal par moments, c'est un vrai traumatisme pour eux ce fameux dimanche. À tel point que là au moment où il écrit ça, Isaac il a décidé avec son ami de faire une thérapie de groupe pour essayer d'en finir avec... Bon, je veux vous dire un truc. C'est juste pour vous prévenir, la drogue, l'alcool, la cigarette, ne jamais commencer ça, c'est très mauvais pour la santé. Bon bah je vous dis ça pour vous parce que quand même j'ai envie que vous aurez un bon avenir et que vous êtes en bonne santé, voilà. Bon bah je vous dis direct, ne jamais commencer ça. Je dis ça pour votre santé là. Voilà, bon bah c'est reparti pour réagir. Cette histoire. Alors peut-être que c'est du domaine du médical, genre peut-être c'est juste vraiment évanoui, et peut-être que son pote il était méga stressé parce qu'Isaac venait de lui raconter sa vision des choses. Il y a plein d'explications je pense très scientifiques, mais il y a aussi plein d'explications paranormales à ce qui s'est passé. Et parmi ces explications paranormales, j'en ai retrouvé donc dans les commentaires de ce post, il y a quelqu'un qui lui dit déjà évidemment d'aller voir un médecin, de faire un check neurologique etc, voir s'il n'y a pas juste une raison médicale, et qui lui dit ensuite que ce qu'il a expérimenté ça peut ressembler à plusieurs choses. Il a plusieurs thèses, le gars il dit par exemple que ça peut être genre une possession, pas de lui hein, mais du mec de 18 ans. Il lui dit aussi que ça peut être, vous savez, ces fameux trucs d'enlèvement extraterrestre où des gens s'évanouissent, se réveillent avec une cicatrice, machin. Bon, on en pense qu'on veut, je vous dis juste les thèses possibles, paranormales, histoire qu'on ait un peu à manger là, à la fin de cette histoire. En revanche, lui, il lui dit qu'il a probablement vécu un glissement de temps. C'est-à-dire qu'il a fait un jump dans l'espace-temps, d'où le fait qu'à un moment, il a un changement radical de sa perception de ce qui l'entoure. Bref, que s'est-il passé ce fameux dimanche? J'espère qu'Isaac et son ami trouveront un jour la réponse parce que ça a l'air de les avoir sacrément marqués. Les amis, nous arrivons à la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous a plu. Il était assez long, on avait deux histoires paranormales cette fois que je trouve vachement intéressantes. Alors moi, j'adore le fait de vivre un truc genre méga what the fuck, tu vois. Alors que juste tu sors ton chien et carrément t'en reviens pas, t'es choqué, t'as besoin d'en parler. Et je vois très bien ce qu'il a ressenti en fait. Si ça m'arrivait, je pèterais un câble comme Isaac en fait. Donc ça, je m'identifie beaucoup à lui dans cette histoire. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. La prochaine vidéo sera un très gros concept. J'ai hâte que vous la voyez et j'espère que ces histoires vous ont plu. Je vous dis à très vite pour d'autres histoires. J'ai faim de fou, je vais manger. Ciao! Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous jure, j'ai flippé pour les 3 histoires là. J'ai flippé de malade.
Bon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre 5 likes comme parce que je referai un épisode de ce type où ça peut être plusieurs vidéos. Je sais pas, les aventuriers de l'archer perdu, une vidéo réaction, des survies Minecraft. Bon, plein d'autres trucs. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Au revoir tout le monde.